je n'aurais jamais imaginé que le dîner de Noël, dans la vaste demeure de mes parents dans le Connecticut, deviendrait le moment où tout basculerait pour toujours. En franchissant leur porte d'entrée en acajou avec mon mari, Brad, et nos 2 précieux enfants, Emma, 6 ans, et Jake, 4 ans, j'ai ressenti ce familier frémissement d'excitation des fêtes. La salle à manger scintillait sous les lustres en cristal, projetant une lumière chaude sur des décorations coûteuses, tandis qu'un immense sapin de Noël dominait le coin, entouré d'une impressionnante montagne de cadeaux emballés dans du papier scintillant. Ma sœur, Ashley, était assise d'un air suffisant à côté de sa fille adolescente, Madison, toutes 2 déjà à l'aise dans leur fauteuil. Quand Emma et Jake ont aperçu les cadeaux et ont demandé avec une innocence émerveillée où étaient les leurs, mon père, Harold, les a regardés droit dans les yeux et a déclaré qu'ils n'étaient pas assez importants pour avoir des cadeaux de Noël. Le sourire cruel d'Ashley a suivi, alors qu'elle ajoutait « Pourquoi gaspiller quoi que ce soit pour ces petits salauds ?» J'ai vu les visages de mes bébés se décomposer. Le silence qui a suivi était étouffant. Le sourire éclatant d'Emma s'est effacé, alors que des larmes montaient dans ses yeux confus. Jake, lui, fixait simplement son grand-père, avec cet égarement déchirant que seul un enfant de 4 ans peut exprimer. La main de Brad a trouvé la mienne sous la table, la serrant fort, tandis que sa mâchoire se contractait dans une fureur à peine contenue. « Papa, qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je réussi à murmurer, ma voix tremblant d'incrédulité. Harold a ajusté ses lunettes à monture métallique et a tamponné sa bouche avec une serviette en lin, complètement imperturbable face à la dévastation qu'il venait de déclencher. « Tu m'as très bien entendu, Louise. Ta mère et moi avons dû nous serrer la ceinture de manière significative depuis notre retraite. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de gaspiller de l'argent dans des dépenses inutiles cette année. » Ma mère, Patricia, a hoché la tête solennellement depuis sa place en bout de la table en chêne poli, ses cheveux argentés parfaitement coiffés captant la lumière alors qu'elle arrangeait la porcelaine fine avec une précision experte. « Les temps sont difficiles financièrement pour tout le monde, ma chérie. Tu comprends sûrement notre position. » Mais quelque chose clochait terriblement dans leur explication. Mes yeux ont balayé la salle à manger opulente, observant les arrangements floraux frais qui devaient coûter des centaines de dollars, la collection de vins coûteux exposés dans le vaisselier encastré, et le festin élaboré qui s'étalait devant nous. Rien dans leur environnement ne suggérait des difficultés financières. Des difficultés financières, ai-je répété lentement, mon regard se déplaçant vers ma nièce, Madison, qui faisait défiler ce qui semblait être le dernier modèle d'iPhone. Le jean de créateur qu'elle portait coûtait probablement plus cher que le budget d'épicerie de ma famille pour un mois entier. Ses cheveux méchés étaient de toute évidence l'œuvre d'un professionnel, et les clous en diamant à ses oreilles captaient l'éclat du lustre. Ashley est rapidement intervenue, sa voix anormalement enjouée. Madison a économisé son argent de babysitting pendant des mois, n'est-ce pas, ma chérie? Elle s'est penchée pour serrer l'épaule de sa fille avec une nervosité évidente. Madison a à peine levé les yeux de son téléphone. Bien sûr, maman, peu importe. Cette réponse dédaigneuse n'a fait qu'approfondir mes soupçons. Je me suis excusé discrètement, prétextant avoir besoin d'utiliser les toilettes à l'étage. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à traîner dans le couloir, devant le bureau de mon père, où je pouvais entendre la voix de ma mère à travers la porte légèrement entr'ouverte. Je sais, disait Patricia dans son téléphone portable, son ton frénétique et chuchotant. Mais nous devons transférer 20 000 $ de plus d'ici lundi matin, où elle aura de sérieux ennuis avec ses gens d'Atlantic City. C'est la 4e fois cette année, et je suis sincèrement inquiète de l'état de notre compte d'épargne maintenant. Mon sang s'est glacé, alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Je me suis rapproché de la porte, m'efforçant d'entendre chaque mot. Ashley a promis que ce serait la dernière fois, a poursuivi ma mère, sa voix se brisant de stress. Elle a juré qu'elle en avait fini avec les casinos après l'intervention en septembre, mais apparemment, elle a mieux caché ses activités que nous le pensions. Harold est hors de lui d'inquiétude, mais quel choix avons-nous? C'est notre fille. L'appel téléphonique s'est terminé, et j'ai entendu les sanglots étouffés de ma mère résonner dans la pièce. Je suis resté figé dans le couloir, mon esprit tourbillonnant face à cette révélation. Mes parents ne connaissaient aucune difficulté financière. Ils vidaient systématiquement leurs ressources pour entretenir l'addiction aux jeux de ma sœur, tout en refusant à leurs propres petits-enfants le moindre geste d'amour le matin de Noël. Quand je suis retourné dans la salle à manger, la conversation était passée au projet de voyage pour les fêtes, mais je pouvais à peine me concentrer sur les mots échangés. Emma était affalée sur sa chaise, picorant sa nourriture avec un abattement évident,
tandis que Jake jetait des regards pleins d'espoir vers la pile de cadeaux qui n'inclurait jamais rien pour lui. Ashley parlait avec animation des projets de Madison pour les vacances de printemps en Europe, apparemment inconsciente de la dévastation émotionnelle qui l'entourait. En fait, ai-je dit soudainement, interrompant la conversation légère, j'aimerais mieux comprendre quelque chose à propos de ces contraintes financières que vous avez mentionnées. La fourchette de Harold s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Qu'y a-t-il à comprendre? L'argent est rare. Fin de la discussion. Alors, peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi Madison porte un jean à $700 et possède un téléphone qui se vend plus de $1000. La table est devenue silencieuse, à l'exception de la douce musique classique provenant des haut-parleurs cachés. Le visage d'Ashley est devenu cramoisi alors qu'elle cherchait une explication. Louise, c'est complètement déplacé, est intervenue Patricia, sa voix tranchante et menaçante. Comment oses-tu remettre en question la façon dont nous choisissons de dépenser notre argent, ou les cadeaux que nous offrons à notre petite fille? Mais d'une manière ou d'une autre, remettre en question le fait que mes enfants ne reçoivent rien du tout est parfaitement raisonnable, ai-je rétorqué, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Emma et Jake sont aussi vos petits-enfants. Ils sont assis juste ici, à écouter chaque mot que vous dites sur le peu d'importance qu'ils ont pour cette famille. Le rire d'Ashley était amer et cinglant. Oh, s'il te plaît, Louise, ne sois pas si dramatique. Les enfants n'ont pas besoin de cadeaux coûteux pour être heureux. C'est peut-être une bonne leçon pour eux, pour ne pas être si matérialiste. L'hypocrisie était stupéfiante. J'ai regardé autour de la table ces gens que j'avais appelés ma famille toute ma vie, me demandant comment je n'avais jamais vu leur vraie nature avant ce moment. Mes enfants étaient assis tranquillement à côté de moi, leurs visages innocents reflétant une confusion et une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à subir, surtout pendant ce qui était censé être le moment le plus magique de l'année. La tension à table s'est épaissie, alors que je digérais ce que j'avais entendu. Patricia n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux entre Ashley et moi, regrettant clairement sa conversation téléphonique bruyante. J'ai décidé de pousser plus loin, sachant que c'était peut-être ma seule chance de découvrir toute la vérité. Maman, il faut que je te parle en privé, ai-je dit, en me levant de ma chaise avec une lenteur délibérée. N'importe quoi, ma chérie, nous sommes en plein dîner de Noël. Ce que tu as à dire peut sûrement attendre plus tard. Ça ne peut pas attendre. Ma voix avait une fermeté qui a surpris tout le monde à table, y compris moi-même. Maintenant. Nous nous sommes déplacés dans la véranda, adjacente à la salle à manger, où la collection d'orchidées prisées de Patricia crée une jungle de fleurs exotiques. Elle a immédiatement commencé à s'occuper des plantes, évitant mon regard direct. J'ai entendu ta conversation téléphonique, ai-je déclaré simplement. Sa main s'est immobilisée sur une fleur violette particulièrement éclatante. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais $20 000 pour des dettes de jeu à Atlantic City. La 4e fois cette année. L'addiction d'Ashley, que vous entretenez en me mentant sur des difficultés financières. Les épaules de Patricia se sont affaissées, alors que le faux-semblant s'effondrait. Elle s'est laissée tomber dans l'un des fauteuils en osier, paraissant soudain avoir ses 72 ans. Elle est malade, Louise. La dépendance au jeu est une maladie. Nous essayons de l'aider à aller mieux. En jetant de l'argent sur le problème, tout en blessant émotionnellement vos autres petits-enfants? Je me suis assise en face d'elle, forçant le contact visuel. Combien avez-vous dépensé pour la renflouer? C'est entre ton père et moi. Combien, maman? Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Finalement, elle a murmuré, $83 000 depuis janvier. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. $83 000, alors que mes enfants portaient des vêtements d'occasion et que je découpais des coupons pour faire les courses. $83 000, alors qu'Emma demandait depuis des mois si nous pouvions nous permettre des leçons de piano, et que je lui disais de peut-être l'année prochaine. Il y a autre chose que tu dois savoir, a poursuivi Patricia, sa voix à peine audible. Ta grand-mère, Hélène, a ouvert un compte d'épargne pour Emma et Jake avant de mourir. $15 000, spécifiquement destinés à leur éducation future. Mon cœur a bondi d'un espoir soudain. Grand-mère Hélène avait toujours été attentionnée pour ce genre de choses, planifiant à l'avance pour les petits-enfants qu'elle adorait. Où est cet argent maintenant, ai-je demandé, bien que quelque chose dans l'expression de ma mère suggère déjà la réponse. Nous avons emprunté dessus pour aider Ashley. Harold dit que nous le rembourserons dès qu'elle se remettra sur pied, mais... Elle n'a pas pu terminer sa phrase.
Vous avez volé l'argent de l'héritage de mes enfants. Les mots sont sortis, plats et sans émotion, car mon esprit ne pouvait pas tout à fait traiter la trahison. Nous l'avons emprunté temporairement. C'est complètement différent. Avez-vous eu leur permission? Avez-vous demandé à Emma et Jake s'ils voulaient donner leur fonds d'études pour entretenir le problème de jeu de leur tante? Les larmes de Patricia coulaient maintenant librement. Tu ne comprends pas à quel point la situation était désespérée. Ashley devait de l'argent à des gens très dangereux. Il menaçait sa sécurité, la sécurité de Madison. Que étions-nous censés faire? Je me suis levé brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin manucuré. La piscine était couverte pour l'hiver, entourée de parterres de fleurs en dormance, qui fleuriraient de manière spectaculaire au printemps. Tout dans cette maison criait la richesse et le confort, rendant leurs affirmations de pauvreté encore plus insultantes. Je veux voir les relevés de compte, ai-je dit sans me retourner. Louise, s'il te plaît, ça n'aide personne. Les relevés, maman. Et je veux voir toute la documentation qui existe sur les intentions initiales de grand-mère Hélène pour cet argent. Lorsque nous sommes retournés dans la salle à manger 20 minutes plus tard, l'atmosphère était devenue encore plus tendue. Harold faisait la morale à Emma sur sa posture, tandis que Jake était assis en silence complet, son assiette de nourriture intacte refroidissant. Ashley et Madison chuchotaient de manière conspiratrice, me jetant de temps en temps des regards manifestement agacés. Où aviez-vous disparu? A exigé Harold, clairement irrité par la perturbation de sa réunion de fête soigneusement orchestrée. Papa, je dois te poser une question directement, et je veux une réponse honnête. Je suis resté debout derrière ma chaise, les mains agrippées au bois sculpté. Y a-t-il un autre argent, appartenant à mes enfants, que vous avez pris sans permission? La question flottait dans l'air comme une accusation. Le visage de Harold s'est assombri de colère, tandis qu'Ashley est soudainement devenue très intéressée par son verre de vin. Comment oses-tu entrer dans notre maison et porter de telles accusations, a commencé Harold, mais je l'ai coupé. Je ne porte pas d'accusation. Je demande des informations sur l'héritage de mes enfants, qui a apparemment disparu dans votre trou noir financier. Ta grand-mère a laissé cet argent sous notre garde, a-t-il dit sur la défensive. Nous avons été des gardiens responsables de ces fonds. Des gardiens responsables ne dilapident pas l'argent des études des enfants dans les casinos d'Atlantic City. Le verre de vin d'Ashley a claqué sur la table. Personne n'a rien dilapidé. C'est temporaire, et tout le monde sera remboursé avec intérêt, une fois que la situation se stabilisera. Quelle situation, Ashley? Ton addiction? Parce que d'après ce que je comprends, ça dure depuis plus de 2 ans, sans aucun signe de stabilisation. Madison a enfin levé les yeux de son téléphone, son jeune visage reflétant la confusion face au drame d'adultes qui se déroulait autour d'elle. Maman, de quoi parle-t-il? Quelle addiction? La question a percé l'armure défensive d'Ashley. Elle a jeté un regard désespéré à nos parents, cherchant un secours qui n'est pas venu. Harold s'est levé lentement, sa taille imposante destinée à intimider. Cette conversation est terminée. Louise, si tu ne peux pas te comporter respectueusement dans notre maison pendant le dîner de Noël, tu devrais peut-être envisager de partir. En fait, papa, j'ai une dernière question avant de partir où que ce soit. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone, mes doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Savez-vous quelque chose à propos de cartes d'anniversaire et de petits cadeaux que les amis âgés de grand-mère Hélène envoient à Emma et Jake depuis quelques années? La couleur a quitté simultanément le visage de mes 2 parents. La main de Patricia s'est portée à sa gorge, un geste que je reconnaissais depuis l'enfance, quelque chose qu'elle faisait quand elle était prise en flagrant délit de mensonge. Quelle carte? A demandé Harold, mais sa voix manquait de conviction. Les cartes de Madame Johnson, de M et Madame Peterson, et d'au moins 6 autres personnes du groupe de l'église de grand-mère. Des cartes contenant 5 ou 10 $ pour les anniversaires et les fêtes, adressées spécifiquement à mes enfants. Des cartes qui ne sont jamais arrivées à notre appartement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même la musique de fond semblait s'être arrêtée. Emma et Jake regardaient alternativement les adultes, sentant la gravité du moment sans en comprendre les implications. Finalement, Patricia a murmuré, « Elles sont dans le bureau de Harold. Nous allions les donner aux enfants quand ils seraient plus grands, quand ils pourraient mieux apprécier la pensée derrière. Vous avez volé l'argent d'anniversaire de mes enfants de 6 et 4 ans? De l'argent envoyé par des personnes âgées à revenus modestes, qui voulaient montrer leur amour à des enfants dont elles se souvenaient de leur visite à l'église avec leur grand-mère? Ashley a ri nerveusement.
Tu es ridicule, Louise. Ce n'est pas comme si nous avions gardé l'argent. Nous l'épargnions pour eux. Où est-il maintenant? Personne n'a répondu, mais je savais déjà. L'argent des anniversaires, comme tout le reste destiné à Emma et Jake, avait été absorbé par le gouffre sans fond des dettes de jeu d'Ashley. La porte d'entrée a claqué avec assez de force pour faire trembler les fenêtres, annonçant le retour d'Ashley de quelques courses qui l'avaient éloigné de cette confrontation de plus en plus inconfortable. Je pouvais entendre ses talons claquer rapidement sur le hall en marbre alors qu'elle s'approchait de la salle à manger, s'attendant probablement à trouver la famille finissant paisiblement le dessert, au lieu d'être assise dans un silence stupéfait, au milieu d'accusations de vol et de trahison. Désolée d'avoir été si longue, a lancé Ashley d'une voix artificiellement joyeuse en rentrant dans la pièce. La queue à la pharmacie était absolument folle, et puis j'ai dû m'arrêter à la banque pour faire un dépôt rapide avant qu'il ne ferme pour les fêtes. Sa mention désinvolte d'une opération bancaire la veille de Noël m'a semblé étrange, mais avant que je puisse pleinement traiter cette pensée, elle a remarqué la tension qui émanait de chaque personne à table. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez tous l'air d'avoir vu un fantôme. Ashley, ai-je dit prudemment, nous devons discuter de ton problème de jeu et de la façon dont il a affecté mes enfants. Sa réaction fut immédiate et explosive. Mon problème de jeu? Tu te moques de moi? Je n'ai pas de problème de jeu. J'ai un problème de trésorerie temporaire, que maman et papa m'ont gracieusement aidé à résoudre. Des problèmes de trésorerie temporaire d'une valeur de 83 000 $? Le visage d'Ashley est passé par plusieurs émotions avant de se figer dans une colère défensive. De quel droit juges-tu mes décisions financières? Toi et Brad, vous vous en sortez très bien. Vous conduisez ce VUS de luxe, vous vivez dans ce quartier magnifique, vous prenez ces vacances incroyables dont vous parlez toujours sur les réseaux sociaux. Ne fais pas comme si tu avais des difficultés, alors que tout le monde sait que tu t'en sors mieux que nous tous. Je la fixais, complètement abasourdi. Quel VUS de luxe? Quel quartier magnifique? Quelles vacances? Oh, s'il te plaît, ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Ashley a sorti son propre téléphone et a commencé à faire défiler frénétiquement. Regarde ces photos que tu as postées le mois dernier, de ton voyage dans la Napa Valley, et celle-ci de ta nouvelle maison avec les comptoirs en granit et les parquets partout. Elle m'a tendu le téléphone, et je me suis retrouvé à regarder des images que je n'avais jamais vues. Des photos, soi-disant postées depuis mes comptes de réseaux sociaux, montraient une femme qui me ressemblait vaguement, debout devant une voiture chère, visitant un domaine viticole, et posant dans une cuisine digne d'un magazine. Ashley, je ne suis jamais allé dans la Napa Valley. Brad et moi n'avons pas pris de vacances depuis 3 ans, et je ne possède certainement aucune maison avec des comptoirs en granit. Nous louons un appartement de 2 chambres à Riverside, et notre voiture est une Honda Civic de 7 ans avec 225 000 km au compteur. Arrête de mentir, a-t-elle sèchement répliqué. J'ai vu les photos. Maman et papa les ont vues aussi. Tu gagnes de toute évidence bien ta vie en tant qu'infirmière praticienne, et l'entreprise de construction de Brad doit être incroyablement prospère pour vous permettre tout ce luxe. Je ne suis pas infirmière praticienne. Je suis infirmière scolaire et je gagne 35 000 $ par an. Brad travaille pour l'entreprise de construction de quelqu'un d'autre, en tant qu'ouvrier. Nous avons droit à une aide pour le déjeuner scolaire d'Emma. La confusion sur le visage d'Ashley était sincère, mais elle s'est rapidement transformée en quelque chose de plus calculateur. Elle a jeté un regard nerveux à nos parents, qui observaient cet échange avec une alarme croissante. C'est impossible, est intervenu Harold. Ashley nous a montré tes publications Facebook il y a des mois. Nous avons vu les preuves de ton succès de nos propres yeux. Quelle publication Facebook? J'utilise à peine les réseaux sociaux, sauf pour partager des photos des enfants de temps en temps. Le rire nerveux d'Ashley a rempli la pièce. Tu vas vraiment rester là et nier ta propre présence sur les réseaux sociaux? C'est pathologique, Louise. Mais quelque chose dans ses yeux la trahissait, une lueur de panique qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui se passait ici, même si le reste d'entre nous commençait à peine à comprendre. Montre-moi ma page Facebook sur ton téléphone, tout de suite, ai-je défié. Je n'ai rien à te prouver. Montre-la-moi. Maintenant. Patricia est intervenue, les mains tremblantes. Ashley, ma chérie, peut-être devrais-tu simplement montrer à Louise ce que tu nous as partagé. Ce malentendu a assez duré. À contre-cœur, Ashley a ouvert ce qui semblait être mon profil Facebook. Mais en faisant défiler les publications, mon estomac s'est noué.
Photo après photo, on voyait un style de vie que je n'avais jamais mené, des endroits que je n'avais jamais visités, des biens que je n'avais jamais possédés. Quelqu'un avait créé un récit fictif élaboré sur ma vie, avec des enregistrements dans des restaurants chers, des photos de plages tropicales, et des images d'une vaste maison de banlieue. Je n'ai rien posté de tout ça, ai-je dit doucement. Ce n'est pas mon compte. Bien sûr que c'est ton compte. Il y a ton nom et ta photo de profil. J'ai regardé la photo de profil de plus près. C'était bien une photo de moi, mais prise sous un angle différent de celui dont je me souvenais. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'elle avait été recadrée à partir d'une photo de famille prise à la fête d'anniversaire de Jake l'année dernière. Ashley, as-tu créé un faux compte Facebook à mon nom? C'est ridicule. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Mais sa voix manquait de conviction, et elle n'arrêtait pas de jeter des regards vers la porte, comme si elle planifiait une échappatoire. Pour convaincre maman et papa que j'avais du succès financièrement, pour qu'ils ne se sentent pas coupables de te donner de l'argent au lieu d'aider ma famille, ai-je dit lentement, les pièces s'assemblant enfin. Tu avais besoin qu'ils croient que je n'avais pas besoin de leur soutien, pour pouvoir justifier de tout prendre pour toi. Le silence qui a suivi fut profond. Le visage de Harold était devenu cendré, alors qu'il commençait à comprendre les implications de ce que nous découvrions. Les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Ashley, dis-moi que tu n'as pas vraiment fait ça, a dit Harold, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je protégeais tout le monde, a dit désespérément Ashley. Louise a toujours été la préférée en grandissant. Elle avait les meilleures notes, les meilleures opportunités, la meilleure vie. Pour une fois, j'avais besoin que maman et papa voient que c'était moi qui avais besoin de leur aide. Alors tu as fabriqué tout un faux récit sur ma vie pour les manipuler, afin qu'ils financent ton addiction au jeu, pendant que mes enfants manquaient de tout? Tes enfants ne manquent de rien d'important. Ils ont de la nourriture, des vêtements et un toit. Ils n'ont pas besoin de jouer cher pour être heureux. La petite voix d'Emma a tranché l'argument comme un couteau. Maman, pourquoi tante Ashley a-t-elle raconté des mensonges sur nous? La question flottait dans l'air, soulignant la présence de deux enfants innocents, forcés d'assister à ce drame d'adulte. Jake avait grimpé sur les genoux de Brad et sucé son pouce, une habitude nerveuse qu'il avait presque abandonnée des mois auparavant. Je ne comprends pas ce qui se passe, a poursuivi Emma, la voix tremblante. Est-ce qu'on est riche comme l'a dit tante Ashley? C'est pour ça que grand-mère et grand-père ne nous aiment plus? Le déchirement dans sa voix a finalement semblé percer la carapace défensive d'Ashley. Elle a regardé sa nièce comme si elle la voyait clairement pour la première fois de la soirée. Ma chérie, ce n'est pas. Je ne voulais pas que. Elle a eu du mal à trouver des mots qui pourraient justifier l'injustifiable. Réponds à sa question, Ashley, ai-je dit fermement. Explique à ma fille de 6 ans pourquoi tu as menti sur sa famille pour voler de l'argent qui était destiné à son éducation. Le sang-froid d'Ashley s'est complètement brisé. Elle s'est affalée sur sa chaise, ses vêtements de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés semblant soudain être des costumes dans une pièce qu'elle ne pouvait plus jouer. J'étais désespérée, a-t-elle murmuré. Le jeu a commencé comme un simple moyen de s'amuser avec des amis après mon divorce. Mais ensuite j'ai commencé à perdre, et je n'arrêtais pas de penser que je pourrais me refaire si je jouais juste un peu plus longtemps. Avant que je ne m'en rende compte, je devais de l'argent à des gens qui n'acceptent ni excuses ni plan de paiement. Alors tu as décidé de sacrifier ton beau-frère, ta nièce et ton neveu pour te sauver, a dit doucement Brad. C'était la première fois qu'il parlait depuis le début de la confrontation, et sa voix avait un poids qui a fait écouter tout le monde. J'allais tout rembourser. Je le jure, j'allais tout arranger dès que je serais remise sur pied. Harold s'est levé brusquement, sa chaise raclant le parquet. Ashley, je veux que tu partes. Tout de suite. Prends Madison et va à ton appartement. Nous discuterons de cette situation après les fêtes, quand je pourrai penser clairement. Papa, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Madison a besoin de stabilité, et tu aurais dû penser à la stabilité de Madison avant de dilapider son fonds d'études, ainsi que l'argent de tout le monde. La mention désinvolte de la disparition du fonds d'études de Madison a fait sursauter l'adolescente, qui a levé les yeux de son téléphone avec alarme. Comment ça, mon fonds d'études a disparu? Personne n'a répondu directement à sa question, mais les implications pesaient lourdement dans la pièce. 3 générations de sécurité financière familiale avaient été systématiquement détruites pour nourrir l'addiction d'une seule personne, et les victimes ne faisaient que commencer à être comptées. Après le départ d'Ashley et de Madison dans une tempête de larmes et d'accusations,
la maison semblait étrangement silencieuse. Le somptueux dîner de Noël gisait, en grande partie intact, sur la table. Le festin coûteux semblait maintenant une moquerie de la pauvreté que mes parents prétendaient connaître. J'ai envoyé Brad voir comment allaient Emma et Jake, qui s'étaient réfugiés dans la chambre d'amis à l'étage lorsque les cris entre Ashley et Harold avaient atteint leur paroxysme. Quand Brad est revenu 20 minutes plus tard, son visage était grave. « Louise, tu dois monter. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Je l'ai suivi dans l'escalier en colimaçon jusqu'à la chambre d'amis où mes enfants logeaient souvent lors des visites familiales. Emma et Jake étaient assis sur le bord du grand lit, leurs petits visages striés de larmes, serrant quelque chose dans leurs mains. « Maman, » a dit Emma d'une voix à peine plus qu'un murmure, « on a fait ça pour grand-mère et grand-père avant de venir aujourd'hui, mais maintenant on ne pense plus qu'ils les veulent. » Elle a tendu 2 cartes de Noël faites à la main, de toute évidence confectionnées avec la concentration intense que seuls les enfants possèdent. La carte d'Emma était décorée de sapins de Noël soigneusement dessinés et de flocons de neige scintillants, tandis que celle de Jake présentait des dessins en bâton de ce qui semblait être toute la famille se tenant la main. Les 2 cartes étaient légèrement froissées, à force d'être serrées trop fort par leurs petits doigts. « Pouvez-vous me parler de ces cartes ?» ai-je demandé doucement, en m'asseyant entre eux sur le lit. « On a économisé notre argent de poche pendant très longtemps, » a expliqué Emma, sa voix gagnant en force alors qu'elle partageait leurs secrets. « Je reçois $2 chaque semaine pour aider avec la lessive, et Jake reçoit $1 pour nourrir Monsieur Moustache. On a économisé pendant presque 6 mois entiers. » Jake a hoché la tête solennellement, ne comprenant toujours pas complètement la situation, mais sentant clairement son importance. On voulait leur faire une surprise, parce que les surprises rendent les gens heureux. Emma a cherché sous le lit et a sorti 2 petits paquets emballés, de toute évidence par des mains d'enfants, avec trop de rubans adhésifs et des bords inégaux. « Celui-ci est pour grand-père », a-t-elle dit en désignant le plus grand paquet. On a trouvé une tasse de café au magasin à $1 qui dit « meilleur papy du monde », et on a pensé qu'il l'aimerait, parce qu'il boit du café tous les matins quand on lui rend visite. « Et celui-ci est pour grand-mère », a ajouté Jake, en brandissant le plus petit paquet avec une fierté évidente. C'est une jolie décoration avec une photo de famille à l'intérieur. La dame du magasin nous a aidés à la choisir, parce qu'Emma a dit que ça nous ressemblait tous. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux, en réalisant l'ampleur de ce que mes enfants avaient fait. Pendant que mes parents prétextaient la pauvreté et leur refusaient des cadeaux de Noël, Emma et Jake avaient secrètement préparé des surprises avec leur argent de poche si précieusement économisé, de l'argent qui représentait des semaines de petites corvées, accomplies avec le dévouement que seuls les enfants possèdent lorsqu'ils travaillent vers un but. On a entendu les adultes crier en bas, a poursuivi Emma, sa voix redevenant plus faible. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal pour que grand-mère et grand-père ne nous aiment plus? L'innocence de la question a failli me détruire. Voici 2 beaux enfants qui avaient passé des mois à préparer des preuves d'amour pour des grands-parents qui venaient de les déclarer publiquement indignes de la moindre considération à Noël. Non, ma chérie, ai-je dit en les serrant tous les 2 contre moi. Vous et Jake n'avez rien fait de mal du tout. Parfois, les adultes font des erreurs et disent des choses blessantes, quand ils sont confus sur ce qui est vraiment important. Mais pourquoi tante Ashley a-t-elle dit ces choses méchantes sur nous, a demandé Jake, son pouce retrouvant le chemin de sa bouche. Elle nous a traités de vilains mots. Brad s'est assis de l'autre côté du lit, ses grandes mains caressant doucement les cheveux de Jake. Tante Ashley est malade, mon grand. Pas malade comme quand tu as de la fièvre, mais malade dans sa tête. Elle a dit des choses qui n'étaient pas vraies, parce qu'elle avait peur. Peur de quoi, a voulu savoir Emma. Peur de se faire gronder pour avoir fait de mauvais choix avec de l'argent, ai-je expliqué, en essayant de trouver des mots adaptés à leur âge pour des complexités si adultes. Mais cela ne lui donne pas le droit de vous blesser ou de mentir sur notre famille. Emma a étudié les cartes dans ses mains un long moment. Devrions-nous quand même les leur donner? Peut-être que s'ils voient à quel point nous les aimons, ils se souviendront qu'ils nous aiment aussi. L'espoir dans sa voix était presque trop difficile à supporter. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les mots cruels et le rejet évident, ma fille croyait encore au pouvoir de l'amour pour guérir les blessures familiales. Que penses-tu que nous devrions faire? Ai-je demandé, voulant leur laisser une certaine autonomie dans cette situation. Je pense que nous devrions les garder pour l'instant, a décidé Emma après mûre réflexion. Peut-être qu'un jour, quand tout le monde ne sera plus si en colère, nous pourrons leur donner les cadeaux, mais pas aujourd'hui. Jake a hoché la tête en signe d'accord, bien que je soupçonne qu'il suivait simplement l'exemple de sa sœur aînée, plutôt que de saisir pleinement la situation.
Assis dans cette chambre silencieuse, entouré des vestiges des plans de Noël innocents de mes enfants, j'ai senti une clarté s'installer en moi, qui m'avait manqué toute la soirée. Mes parents avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Ils avaient choisi de soutenir le comportement destructeur d'Ashley, tout en traumatisant émotionnellement leurs autres petits-enfants, et le temps de l'acceptation passive était révolu. Emma, Jake, ai-je dit prudemment, je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé en bas ce soir n'avait rien à voir avec le fait que vous n'êtes pas assez important ou pas assez aimé. C'était à propos d'adultes qui ont fait de très mauvais choix, qui ont blessé des gens qu'ils devraient protéger. Est-ce qu'on rentre à la maison maintenant, a demandé Jake, sa petite voix lourde d'épuisement. Oui, on rentre à la maison. Mais d'abord, maman doit avoir une dernière conversation avec grand-mère et grand-père. Je veux que vous restiez tous les deux ici avec papa pendant que je m'occupe de quelque chose, d'accord? Emma a étudié mon visage avec la perspicacité qui me surprenait toujours. Est-ce que tu vas leur parler de nos cadeaux? Je pense que oui, ma chérie. Parfois, les adultes ont besoin de voir comment leurs actions affectent les autres, surtout les enfants qui les aiment très fort. Est-ce que ça va les rendre tristes? Peut-être. Mais parfois, se sentir triste des erreurs qu'on a commises est le premier pas pour faire mieux. J'ai embrassé les deux enfants et je suis redescendu, où je pouvais entendre mes parents avoir ce qui ressemblait à une discussion animée dans la cuisine. La salle à manger était restée exactement comme nous l'avions laissée, avec la nourriture froide et les verres de vin vides, témoignant silencieusement de la destruction de ce qui aurait dû être un joyeux rassemblement familial. En arrivant en bas de l'escalier, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé en moi, pendant ces moments avec Emma et Jake. Je n'agissais plus par blessure et confusion. J'agissais par une détermination protectrice, et il y avait une différence significative entre les deux. Mes enfants méritaient mieux que ça. Ils méritaient des grands-parents qui célébraient leur existence, plutôt que de les traiter comme des fardeaux. Ils méritaient une tante qui soutenait leur croissance, plutôt que de saper leur sécurité. Et ils méritaient une mère qui se battrait pour leur droit d'être valorisés et aimés inconditionnellement. La conversation que j'allais avoir serait différente de toutes celles que j'avais jamais eues avec mes parents, mais d'un autre côté, ils n'avaient jamais volé mes enfants auparavant, et je n'avais jamais eu à expliquer à une enfant de 6 ans pourquoi ses grands-parents ne pensaient pas qu'elle méritait des cadeaux de Noël. Certaines lignes, une fois franchies, changent tout pour toujours, et ma famille venait de découvrir exactement où se situait cette ligne pour moi. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine, debout de part et d'autre de l'îlot en marbre, comme des adversaires dans une procédure judiciaire. Patricia emballait machinalement les restes de nourriture dans du papier d'aluminium, tandis que Harold fixait par la fenêtre leur jardin enneigé, les épaules rigides de tension. Aucun des deux n'a d'abord reconnu ma présence, espérant peut-être que je prendrais simplement ma famille et que je partirais discrètement. Nous devons terminer cette conversation, ai-je annoncé, ma voix stable malgré le tumulte émotionnel qui m'agitait. Harold s'est retourné lentement, son visage arborant une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de résignation, de défi, et quelque chose qui aurait pu être de la honte, si je ne le connaissais pas mieux. Louise, il serait peut-être préférable que tout le monde prenne le temps de se calmer avant de discuter de cela plus en détail. Les émotions sont trop vives pour une conversation rationnelle. Non, papa. Les émotions sont exactement aussi vives qu'elles devraient l'être, quand des grands-parents volent leurs petits-enfants, puis les maltraitent psychologiquement au dîner de Noël. Nous avons cette conversation maintenant. La main de Patricia s'est immobilisée sur l'emballage. S'il te plaît, n'utilise pas un langage aussi dur. Nous n'avons jamais eu l'intention que quiconque soit blessé par nos décisions financières. Vos décisions financières. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé délibérément sur le comptoir en marbre entre nous. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre la séquence des événements. Ashley crée de faux comptes de réseaux sociaux pour vous convaincre que je suis riche et que je n'ai pas besoin de soutien familial. Vous utilisez ensuite cette information fabriquée pour justifier de dépenser l'argent de l'héritage de mes enfants pour ces dettes de jeu. Vous interceptez des cartes d'anniversaire et de petits cadeaux destinés à Emma et Jake, ajoutant vraisemblablement cet argent au fonds de sauvetage d'Ashley également. Enfin, vous décidez d'humilier publiquement mes enfants au dîner de Noël, en annonçant qu'ils ne sont pas assez importants pour recevoir des cadeaux, tout en gâtant simultanément votre autre petite fille avec des cadeaux coûteux, achetés avec l'argent de leur héritage volé. La manière clinique dont j'ai exposé les faits a semblé les frapper plus durement que mes réactions émotionnelles précédentes. Le visage de Harold est devenu pâle, tandis que Patricia a même reculé d'un pas. Présenté comme ça semble bien pire que ce que c'est en réalité, a dit faiblement Harold.
Comment cela pourrait-il être pire que de voler des enfants, puis de les maltraiter émotionnellement? Nous essayons de sauver la vie d'Ashley, a éclaté Patricia. Tu ne comprends pas le genre de personne à qui elle devait de l'argent. Il menaçait Madison, il nous menaçait tous. Nous avions peur qu'il arrive quelque chose de terrible. Alors vous avez décidé de sacrifier ma famille pour protéger la sienne, sans même me demander mon avis ou me donner la chance d'aider à trouver des solutions alternatives. Quelles solutions alternatives, a exigé Harold, sa personnalité d'homme d'affaires reprenant le dessus. Ashley devait 87 000 $ à des usuriers qui ne négocient pas de plan de paiement. Nous avions 3 semaines pour trouver l'argent, ou faire face à une violence potentielle contre notre petite fille. Qu'aurais-tu fait? J'aurais appelé la police. J'aurais contacté les services sociaux. J'aurais insisté pour qu'Ashley entre immédiatement en traitement résidentiel. J'aurais exploré les options de faillite légale. J'aurais fait n'importe quoi d'autre avant de voler des enfants qui me faisaient confiance pour protéger leurs intérêts. Ce ne sont pas des solutions réalistes pour des gens de notre rang social, a dit doucement Patricia. La réputation de ton père dans le milieu des affaires, notre position dans le quartier, l'impact sur les futures opportunités de Madison. Nous ne pouvions pas risquer que cette situation devienne publique. Donc, votre réputation sociale était plus importante que le bien-être émotionnel et la sécurité financière de mes enfants. La déclaration flottait dans l'air comme un acte d'accusation. Aucun des deux parents n'a tenté de la réfuter, ce qui était une réponse suffisante. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone, le brandissant pour qu'il le voie. Je dois vous faire comprendre quelque chose de très clair. J'ai enregistré toute cette conversation depuis que je suis entré dans cette cuisine. La couleur a quitté simultanément leur visage. Louise, qu'est-ce que tu fais? A murmuré Patricia. Je documente des preuves de fraude financière et d'abus émotionnels pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Ma voix est restée calme, mais à l'intérieur, je me sentais comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Votre aveu que vous avez sciemment détourné des fonds spécifiquement destinés à l'éducation de mes enfants constitue une violation légale grave. Votre reconnaissance que vous avez intercepté du courrier destiné à des enfants mineurs pourrait être considérée comme une fraude postale fédérale. Et votre manipulation psychologique délibérée de ces mêmes enfants, dans le but de soutenir une dépendance au jeu, constitue un cas clair d'abus émotionnel et de mise en danger du bien-être de mineurs. L'instinct commercial de Harold a finalement pris le dessus. Tu menaces d'engager des poursuites judiciaires contre tes propres parents pour un différend financier familial? Je vous informe que vos actions ont des conséquences juridiques au-delà de la dynamique familiale. Ceci a cessé d'être un simple désaccord familial au moment où vous avez décidé de voler des enfants, puis de les traumatiser lorsqu'ils posaient des questions raisonnables sur les cadeaux de Noël. Nous n'avons jamais eu l'intention de traumatiser Emma et Jake, a dit désespérément Patricia. Nous pensions qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre les complexités financières en jeu et ils ne sont pas trop jeunes pour comprendre le rejet et la cruauté. Ils ne sont pas trop jeunes pour se sentir mal aimés et indésirables. Et ils ne sont certainement pas trop jeunes pour être blessés par des adultes qui accordent la priorité à l'argent et au statut social plutôt qu'à la décence humaine la plus élémentaire. J'ai mis l'enregistrement en pause et j'ai fait défiler jusqu'à une autre application sur mon téléphone. Il y a autre chose que vous devez savoir. Pendant que vous étiez en bas à vous disputer sur vos mauvais choix, j'étais à l'étage avec Emma et Jake. Voudriez-vous savoir ce qu'ils faisaient pendant vos justifications élaborées? Aucun des deux parents n'a répondu, mais je pouvais voir la curiosité et la crainte se battre sur leurs expressions. Ils me montraient les cadeaux de Noël qu'ils vous ont achetés avec 6 mois d'argent de poche économisé, une tasse de café pour papa qui dit meilleur papy du monde et une décoration pour maman avec une photo de famille. Ils ont passé des semaines à planifier ces surprises, parce qu'ils voulaient vous montrer à quel point ils vous aiment. La brusque inspiration de Patricia fut audible dans toute la cuisine. Emma m'a demandé si elle et Jake avaient fait quelque chose de mal pour que vous cessiez de les aimer. Jake voulait savoir pourquoi tante Ashley les avait traités de ces noms horribles. Ils étaient prêts à vous donner ces cadeaux ce soir, même après la cruauté que vous leur avez montrée, parce que les enfants de cet âge croient encore que l'amour peut tout réparer. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Patricia, mais je ne ressentais aucune sympathie. Le temps de protéger les sentiments de mes parents était terminé, lorsqu'ils ont choisi de donner la priorité aux problèmes d'Ashley plutôt qu'au bien-être de mes enfants. Vous voulez savoir ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que parfois, les adultes font des erreurs et disent des choses blessantes quand ils sont confus sur ce qui est vraiment important. Mais la vérité, c'est que vous n'étiez pas du tout confus. Vous saviez exactement ce que vous faisiez,
et vous avez pris une décision calculée de blesser des enfants innocents, au service du comportement autodestructeur de votre autre fille. Louise, s'il te plaît, a commencé Harold, mais je l'ai coupé. Je n'ai pas fini. Vous devez aussi savoir que j'ai contacté l'avocate de la famille, Janet Morrison, hier matin, parce que je soupçonnais des irrégularités financières concernant l'héritage des enfants. Elle a confirmé que l'accès à des fonds en fiducie désignés pour un usage personnel, sans autorisation appropriée, constitue un manquement à une obligation fiduciaire en vertu de la loi de l'État du Connecticut. La terminologie juridique a frappé Harold comme des coups de poing. En tant que banquier à la retraite, il comprenait exactement le genre de problème que de telles accusations pouvaient créer. « Tu as contacté une avocate avant de nous parler ?» a demandé Patricia, incrédule. « J'ai contacté une avocate parce que j'ai appris à ne plus vous faire confiance, ni à l'un ni à l'autre, lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts de mes enfants. Et c'est une bonne chose que je l'ai fait, car maintenant j'ai des conseils juridiques professionnels sur la façon de procéder pour la restitution et d'éventuelles poursuites pénales. » Des poursuites pénales. La voix de Harold s'est brisée sur les mots. Détournement de fonds destinés à des enfants mineurs, fraude postale impliquant une correspondance interceptée, abus financiers potentiels sur personnes âgées. Si nous enquêtons sur la profondeur de la manipulation financière d'Ashley sur vous. L'État du Connecticut prend ces affaires très au sérieux, surtout lorsque des enfants sont impliqués. J'ai réactivé la fonction d'enregistrement sur mon téléphone et je l'ai placé bien en vue sur le comptoir, où il pouvait voir le voyant rouge. Alors, voici ce qui va se passer ensuite. Vous allez me fournir une documentation complète de chaque dollar prélevé sur le fonds d'héritage des enfants, y compris les dates, les montants et les motifs. Vous allez localiser et me remettre chaque carte d'anniversaire et chaque courrier intercepté, destiné à Emma et Jake. Vous allez organiser une restitution immédiate et complète des 15 000 $, plus les intérêts accumulés, qui auraient dû fructifier sur leur compte d'études. Et vous allez vous engager dans une thérapie familiale professionnelle, avant d'être autorisé à avoir le moindre contact non supervisé avec mes enfants, pour toujours. Et si nous refusons, a demandé Harold, bien que sa voix suggère qu'il connaissait déjà la réponse. Alors, je déposerai des plaintes officielles auprès du département des enfants et des familles du Connecticut, du bureau du procureur général de l'État, et du service d'inspection postale fédérale. Je leur fournirai des preuves enregistrées de vos aveux et des preuves documentées de la faute financière. Et je demanderai une enquête officielle sur l'addiction au jeu d'Ashley et son impact sur les schémas d'abus financiers familiaux. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du doux bourdonnement des appareils électroménagers coûteux. Je pouvais voir mes deux parents digérer la réalité que leur fille, celle qu'ils avaient toujours considérée comme la responsable, était prête à les tenir légalement responsables de leur choix. Nous avons besoin de temps pour en discuter en privé, a finalement murmuré Patricia. Vous avez jusqu'à lundi matin pour fournir la documentation que j'ai demandée. La restitution doit être effectuée d'ici vendredi de la semaine prochaine. Les rendez-vous de thérapie doivent être pris dans les 30 jours. Ce ne sont pas des conditions négociables. J'ai pris mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. Ah, et une dernière chose. Emma et Jake ne reviendront pas dans cette maison tant que je ne serai pas convaincu qu'ils ne seront plus soumis à aucune manipulation psychologique ou exploitation financière. Leur sécurité émotionnelle est ma première priorité, ce que vous semblez tous les deux avoir oublié. Alors que je me tournais pour quitter la cuisine, Patricia a lancé désespérément, « Louise, nous aimons ces enfants. Nous t'aimons. Toute cette situation a juste échappé à notre contrôle, et nous avons pris de mauvaises décisions sous la pression. » Je me suis arrêté sur le seuil, sans me retourner. L'amour ne vole pas les enfants, pour ensuite les humilier quand ils posent des questions. L'amour ne choisit pas le confort d'un petit enfant au détriment de la sécurité élémentaire d'un autre. Et l'amour n'exige certainement pas d'enfants de 6 ans qu'ils se demandent s'ils ont fait quelque chose de mal pour mériter le rejet des personnes qui sont censées les protéger inconditionnellement. Que pouvons-nous faire pour arranger ça, a demandé Harold, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Vous pouvez commencer par comprendre que certaines choses ne peuvent pas être arrangées avec de l'argent ou des excuses. Vous pouvez commencer par reconnaître que vous avez fondamentalement endommagé vos relations avec Emma, Jake et moi, d'une manière qui prendra des années à réparer, si tant est qu'elle puisse l'être. Et vous pouvez accepter que vos choix ont des conséquences qui vont bien au-delà de vos problèmes financiers immédiats. Je les ai laissés debout dans leur cuisine coûteuse, entourés des restes de leur dîner de famille si soigneusement construit, finalement contraints de faire face au coût réel de leurs décisions. Le prix ne se mesurait pas en dollars et en centimes. Il se mesurait en confiance brisée, en relations endommagées,
ayant la croyance ébranlée de 2 jeunes enfants en l'amour familial inconditionnel. 3 jours après Noël, j'étais assise dans le bureau de l'avocate Janet Morrison, au centre-ville de Hartford, un dossier de documents étalé sur sa table de conférence polie. Janet, une spécialiste du droit de la famille d'une 50aine d'années, aux cheveux striés d'argent et aux yeux bienveillants mais vifs, avait examiné les preuves que j'avais recueillies depuis ma confrontation avec mes parents. Louise, ce que vous avez documenté ici représente de multiples violations légales graves, a-t-elle dit, enlevant ses lunettes de lecture et les posant de côté. Le détournement de fonds d'héritage désigné pourrait à lui seul entraîner des accusations criminelles, surtout compte tenu des montants impliqués et de la tromperie délibérée utilisée pour justifier les retraits. J'ai hoché la tête, bien qu'entendre les ramifications juridiques énoncées si clairement me semble encore surréaliste. Ma principale préoccupation est de protéger mes enfants et de m'assurer qu'ils reçoivent ce qui leur revient de droit, mais j'ai aussi besoin que ces gens comprennent que leurs actions ont de réelles conséquences. Compréhensible. Vos parents ont fourni la documentation que vous avez demandée, chaque relevé bancaire, chaque trace de retrait, chaque correspondance relative au compte d'héritage. Ils ont également remis une boîte à chaussures contenant 43 cartes d'anniversaire et de vœux interceptées, certaines datant de près de 3 ans. Janet a feuilleté plusieurs pages, prenant des notes dans la marge. Le schéma ici est assez clair, abus financier systématique, rendu possible par une manipulation délibérée de l'information. La présence fabriquée de votre sœur sur les réseaux sociaux a fourni la justification dont ils avaient besoin pour rationaliser le vol des enfants. Quelles sont nos options pour aller de l'avant ? Plusieurs voies sont possibles, chacune avec des avantages et des conséquences différents. Nous pourrions déposer des plaintes pénales auprès du bureau du procureur général de l'État, ce qui entraînerait probablement des accusations de fraude formelle contre vos parents, et potentiellement contre votre sœur également. Nous pourrions poursuivre une restitution civile par le biais du tribunal de la famille, ce qui serait moins public, mais pourrait ne pas avoir le même effet dissuasif. Ou, nous pourrions négocier un règlement complet, qui inclurait une restitution financière, une thérapie obligatoire, et des garanties structurelles pour prévenir de futurs abus. J'ai examiné chaque option avec soin. Que recommanderiez-vous ? Étant donné que vous avez affaire à des membres de votre famille et qu'il y a des enfants mineurs impliqués, je suggérerais de commencer par l'approche du règlement. Nous exigeons une restitution financière complète, plus des dommages-intérêts punitifs, une thérapie familiale obligatoire pour toutes les parties, et des accords juridiques stricts régissant les futurs contacts avec vos enfants. S'ils refusent ces conditions ou ne s'y conforment pas entièrement, alors nous passerons aux accusations pénales. Cela semble raisonnable. Comment structurer la restitution financière ? Janet a consulté ses notes. Le fonds d'héritage initial contenait 15 000 $ lorsque votre grand-mère l'a créé. D'après les relevés de compte, cet argent aurait dû atteindre environ 18 500 $ avec les intérêts accumulés. Nous exigeons la pleine valeur actuelle, plus une pénalité supplémentaire de 50% pour l'utilisation non autorisée, ce qui porte le total à 27 750 $. Le nombre était suffisamment important pour que mes parents comprennent la gravité de leurs actes, mais pas si punitif qu'ils les détruisent financièrement. Et pour l'argent des anniversaires interceptés ? J'ai compté les cartes que vous avez fournies. La valeur totale en espèces semble être d'environ 430 $ sur la période de 3 ans. Nous exigeons une double restitution pour ce montant, plus les intérêts, soit environ 1 000 $ au total. Et les exigences de thérapie ? 6 mois de thérapie familiale pour vos parents, axés spécifiquement sur les questions de limite et les comportements de facilitation. Ashley entre en traitement résidentiel pour la dépendance aux jeux dans les 60 jours, suivi d'un minimum de 2 ans de conseils continus. Aucun contact non supervisé avec vos enfants tant que toutes les parties n'ont pas terminé leur programme requis et n'ont pas démontré des changements de comportement durables. J'ai ressenti un sentiment de soulagement s'installer en moi. Ces conditions entraîneraient des conséquences significatives, tout en permettant une éventuelle guérison familiale si un véritable changement se produisait. Il y a un autre élément que j'aimerais inclure, ai-je dit. Une sorte d'excuse formelle à Emma et Jack. Une reconnaissance, adaptée à leur âge, qu'ils n'ont rien fait de mal et que les adultes ont fait de graves erreurs qui les ont injustement blessés. Absolument. Nous pouvons exiger des excuses écrites, soumises à votre approbation, ainsi qu'un engagement à des séances de thérapie familiale adaptées à leur âge, une fois les traitements individuels terminés. Janet a commencé à prendre des notes pour la proposition de règlement. Je dois vous poser une question sur votre propre situation, Louise. Vous avez mentionné des difficultés financières.
Avez-vous envisagé de demander des dommages-intérêts supplémentaires pour la détresse émotionnelle que cela a causée à votre famille? Je ne veux pas être vengeresse. Je veux la justice et la protection pour mes enfants, pas la vengeance. Compris. Mais il y a des coûts légitimes associés à ce qui s'est passé, la thérapie pour qu'Emma et Jake surmontent le traumatisme émotionnel, votre propre conseil pour faire face à la trahison familiale, une éventuelle perte de salaire due à la gestion des procédures judiciaires. Ce sont des dépenses raisonnables qui devraient être incluses dans tout règlement. Elle avait raison. Ma famille aurait besoin d'un soutien professionnel pour guérir de cette expérience, et ces coûts ne devraient pas retomber entièrement sur notre budget déjà serré. Ajoutez 5 000 $ pour le soutien thérapeutique et les frais connexes, ai-je décidé. Cela devrait couvrir le conseil pour nous tous, et tous les autres coûts associés à la reconstruction de notre stabilité. Cela porte votre demande totale à environ 33 000 $, plus les exigences de thérapie et les restrictions de contact. Êtes-vous préparé à la possibilité qu'ils refusent ces conditions? Oui. S'ils ne sont pas disposés à faire amende honorable pour ce qu'ils ont fait, alors je suis prête à porter des accusations pénales et à laisser le système judiciaire s'occuper des conséquences. Janet a souri avec approbation. Vous abordez cela exactement de la bonne manière, ferme mais raisonnable, avec une escalade claire s'ils ne coopèrent pas. Je préparerai la demande de règlement d'ici vendredi et je la leur enverrai par courrier recommandé. Alors que nous terminions notre réunion, j'ai ressenti un sentiment de pouvoir qui m'avait manqué tout au long de cette épreuve. Pour la première fois depuis le dîner de Noël, je prenais des mesures proactives pour protéger mes enfants, plutôt que de simplement réagir à la manipulation familiale. Mon téléphone a vibré avec un message texte alors que j'atteignais ma voiture dans le parking. C'était de Patricia. Louise, nous comprenons que nous avons commis de terribles erreurs. S'il te plaît, dis-nous ce que nous pouvons faire pour commencer à nous racheter. Tu nous manques, ainsi que les enfants, désespérément. J'ai montré le message à Janet, qui m'avait accompagné jusqu'à l'ascenseur. Timing parfait, a-t-elle dit avec un léger sourire. Ils ressentent déjà la pression. Ce message suggère qu'ils sont prêts à négocier plutôt qu'à se battre au tribunal. Que devrais-je répondre? Rien pour l'instant. Laissez-les s'inquiéter quelques jours de plus pendant que nous finalisons les termes du règlement. L'anxiété les rendra plus susceptibles d'accepter nos demandes sans tenter de négocier à la baisse. Au cours du week-end, mon téléphone a reçu plusieurs autres messages de mes deux parents. Harold a envoyé des relevés bancaires montrant qu'ils avaient déjà commencé à liquider des investissements pour couvrir les montants de la restitution. Patricia a envoyé des photos de programmes de thérapie familiale qu'elle avait recherchés dans la région. Ashley, de manière surprenante, a envoyé de longues excuses, reconnaissant sa dépendance au jeu et demandant des informations sur les centres de traitement. Les messages suggéraient un remords sincère, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux paroles de ma famille sans des actions correspondantes. La demande de réglementer stress si leur contrition était réelle ou simplement une autre tentative de manipulation. Le dimanche soir, je me sentais prudemment optimiste sur le fait que nous pourrions parvenir à une résolution sans avoir à engager de poursuites pénales. Mes enfants méritaient d'avoir des grands-parents dans leur vie, mais seulement si ces grands-parents pouvaient démontrer un engagement sincère à respecter les limites et à donner la priorité au bien-être des enfants. Emma et Jake avaient posé des questions sur grand-mère et grand-père tout au long de la semaine, leurs questions innocentes me brisant le cœur à plusieurs reprises. Ils ne comprenaient toujours pas complètement pourquoi nous étions partis tôt du dîner de Noël, ou pourquoi nous ne prévoyions pas de leur rendre visite de nouveau bientôt, mais les enfants sont remarquablement résilients, et avec un soutien approprié, je croyais qu'ils pourraient guérir de cette expérience, et même maintenir des relations avec leur famille élargie, si ces relations devenaient saines et appropriées. Les prochains jours détermineraient si mon optimisme était justifié, ou si nous serions contraints de prendre une ligne plus dure pour protéger l'avenir de notre famille. Quoi qu'il en soit, j'étais prête à faire tout ce qui était nécessaire pour m'assurer qu'Emma et Jake grandissent en sachant qu'ils étaient valorisés, protégés et aimés inconditionnellement. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvel appartement de 3 chambres, regardant Emma s'exercer au piano pendant que Jake jouait avec des blocs sur le sol du salon. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres qui donnaient sur un petit parc où des enfants riaient et jouaient, un son qui était devenu la bande sonore de notre vie reconstruite. Les négociations du règlement s'étaient conclues avec succès, dans les 2 semaines suivant la lettre de demande initiale de Janet. Mes parents ont fourni une restitution financière complète, totalisant 34 600 $, couvrant non seulement les fonds d'héritage volés, mais aussi les frais de thérapie et les pénalités pour leur manquement à la confiance.
Harold et Patricia ont suivi 6 mois de thérapie familiale intensive, apprenant sur les comportements de facilitation et les limites appropriées des grands-parents. Ashley est entrée en traitement résidentiel pour la dépendance aux jeux en février et en était maintenant à son 4e mois de conseil continu, étant restée sobre des casinos depuis notre confrontation de Noël. Les comptes d'études des enfants ont non seulement été restaurés, mais ont même dépassé leur valeur initiale prévue, grâce au paiement de pénalités. Les leçons de piano d'Emma étaient désormais une joyeuse réalité hebdomadaire, et Jake avait commencé l'école maternelle dans un programme qui mettait l'accent sur le jeu créatif et le développement émotionnel. Les 2 enfants ont assisté à des séances de thérapie par le jeu avec la docteure Sarah Martinez, une spécialiste des traumatismes familiaux, qui les a aidés à surmonter leur expérience sans la laisser définir leur avenir. Emma, ai-je appelé depuis le banc du piano, puis-je jouer la chanson que j'ai apprise pour grand-mère et grand-père quand ils viendront la semaine prochaine? Les visites supervisées avaient commencé il y a 3 mois, des séances soigneusement structurées où Harold et Patricia pouvaient démontrer leur engagement à une interaction saine avec leurs petits-enfants. La transformation de leur comportement était remarquable. Ils demandaient la permission avant de donner des cadeaux, respectaient les règles et les horaires de notre famille, et, plus important encore, ne faisaient jamais sentir à Emma et Jake qu'ils étaient responsables des problèmes ou des émotions des adultes. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre tes progrès. La sonnette a retenti, et Brad a répondu pour trouver un livreur avec un colis adressé aux enfants. À l'intérieur se trouvaient des cartes faites à la main par Harold et Patricia, ainsi que de petits livres qu'ils avaient choisis spécifiquement en fonction du niveau de lecture actuel d'Emma et de l'intérêt de Jake pour les véhicules de construction. Pas de jouets coûteux, pas de messages culpabilisants, juste des gestes attentionnés qui montraient qu'ils apprenaient à exprimer leur amour de manière appropriée. Le rétablissement d'Ashley était plus lent et plus compliqué. Elle avait écrit de sincères excuses aux 2 enfants, assumant l'entière responsabilité de son comportement et reconnaissant la douleur qu'elle avait causée. Madison était également en thérapie, traitant le traumatisme d'avoir découvert que son fonds d'études avait été dilapidé au jeu, et apprenant sur la dépendance en tant que maladie familiale. Ashley avait pris 2 emplois pour commencer à rembourser ses dettes et à contribuer au nouveau compte d'épargne pour l'éducation de Madison. Le changement le plus significatif, cependant, concernait mon propre sentiment de pouvoir et d'estime de soi. Pendant des années, j'avais accepté d'être le membre de la famille qui recevait moins d'attention, moins de ressources, et une considération minimale pour mes besoins et ceux de mes enfants. La confrontation de Noël m'avait forcé à établir des limites que je n'avais jamais su que j'avais le droit de poser. Louise, a dit Brad en me rejoignant au comptoir de la cuisine où je préparais le goûter, Janet a appelé tout à l'heure. Les derniers documents juridiques sont prêts à être signés. Une fois que ce sera fait, les termes du règlement seront définitivement contraignants, et nous pourrons clore ce chapitre officiellement. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagé. Fier de toi pour t'être battu pour notre famille. Pleine d'espoir que les enfants auront de véritables relations avec leur famille élargie à l'avenir. Emma a terminé sa pratique du piano et a sauté vers nous, son visage rayonnant de la confiance qui était revenue au cours des derniers mois. Papa, tu veux bien m'aider à écrire une note de remerciement à grand-mère et grand-père pour les livres qu'ils ont envoyés? Bien sûr, ma chérie. Que veux-tu dire? Je veux leur dire que je les aime, et merci d'apprendre à être de meilleurs grands-parents. La simple honnêteté de sa déclaration a résumé tout notre parcours. L'amour n'exigeait pas d'accepter les mauvais traitements ou de faciliter les comportements destructeurs. Le véritable amour exigeait la responsabilité, la croissance et le respect mutuel. Mes enfants apprenaient ces leçons tôt, ce qui leur servirait tout au long de leur vie. J'ai qu'à abandonner ces blocs et à grimper sur mes genoux, encore assez jeune pour avoir besoin de fréquentes assurances physiques qu'il était en sécurité et aimé. Maman, tu es heureuse maintenant? Très heureuse, mon grand. Et toi, es-tu heureux? Il a hoché la tête solennellement. J'aime notre nouvelle maison, et j'aime que grand-mère et grand-père demandent avant de me faire un câlin maintenant. Cette observation a mis en lumière un autre changement positif. Harold et Patricia avaient appris à respecter les limites physiques et les besoins émotionnels des enfants, plutôt que d'exiger de l'affection ou d'imposer leur propre agenda lors des interactions familiales. Mon téléphone a vibré avec un texto de Patricia. Merci de nous avoir donné la chance de faire mieux. Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour regagner ta confiance, mais nous sommes déterminés à être les grands-parents qu'Emma et Jake méritent. J'ai montré le message à Brad, qui a souri et secoué la tête. Il y a 6 mois, aurais-tu jamais imaginé que nous en arriverions là? Honnêtement, non.
Je pensais que nous nous dirigions vers des années de bataille juridique et une destruction familiale permanente. Mais j'apprends que les gens peuvent changer, lorsqu'ils sont confrontés à de réelles conséquences et reçoivent un soutien approprié. Que dirais-tu à d'autres parents confrontés à une manipulation familiale similaire? J'ai examiné la question attentivement. Je leur dirais que protéger ses enfants ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste ou de vengeur. Je dirais que l'amour sans limite n'est pas vraiment de l'amour du tout. Et je soulignerai que les enfants observent comment nous réagissons au mauvais traitement, apprenant de notre exemple s'il faut accepter le manque de respect ou exiger mieux. Ce soir-là, nous avons dîné avec les parents de Brad, qui nous avaient apporté un soutien émotionnel constant tout au long de notre crise familiale. Emma et Jake ont bavardé avec enthousiasme de leur prochaine visite supervisée avec mes parents, démontrant la résilience que possèdent les enfants lorsqu'ils se sentent véritablement protégés et valorisés. En les couchant ce soir-là, Emma a demandé « Maman, pourquoi a-t-il fallu si longtemps à tout le monde pour apprendre à nous traiter gentiment ?» Parfois, les adultes oublient ce qui est vraiment important, ai-je expliqué. Ils se perdent dans l'argent et les problèmes, et oublient que les sentiments des enfants comptent le plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens peuvent se souvenir et faire mieux, quand quelqu'un les aide à comprendre leurs erreurs. Est-ce que notre famille ira toujours bien maintenant? Notre famille donnera toujours la priorité à l'amour, au respect et à l'honnêteté. Parfois, d'autres personnes pourront nous décevoir, mais nous aurons toujours les uns les autres, et des gens qui se soucient vraiment de notre bien-être. Jake dormait déjà, mais Emma a étudié mon visage dans la faible lueur de la veilleuse. Je suis fier de toi pour nous avoir protégés, maman. La déclaration m'a presque fait pleurer. Ma fille de 6 ans comprenait que je m'étais battu pour elle et son frère, et cette connaissance contribuerait à son estime de soi pour le reste de sa vie. Alors que Brad et moi nous installions dans notre propre lit plus tard, j'ai réfléchi à quel point nos circonstances avaient changé de manière spectaculaire. Nous étions passés d'un appartement exigu à une maison confortable. Les enfants avaient des opportunités éducatives qui semblaient auparavant impossibles. Plus important encore, notre unité familiale était plus forte et plus sûre que jamais. Regrettes-tu parfois d'avoir été si dur avec tes parents, a demandé Brad. Jamais. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que mes enfants aient été blessés. Mais je ne regrette pas d'avoir insisté sur la responsabilité et le changement. Emma et Jake méritaient d'être protégés, et maintenant ils le sont. Le chemin à parcourir comportait encore des défis. Maintenir des relations saines avec des toxicomanes en convalescence et des facilitateurs repentis nécessitait une vigilance constante. Aider les enfants à surmonter leur expérience et à construire une confiance appropriée serait un processus continu. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais confiante dans la stabilité et l'avenir de notre famille. Nous avions appris que défendre ce qui est juste nécessite parfois des confrontations douloureuses avec les personnes que nous aimons. Nous avions découvert que les enfants sont bien plus perspicaces que les adultes ne le réalisent souvent, et que la protection de leur bien-être émotionnel doit être la première priorité dans tout conflit familial. Plus important encore, nous avions prouvé qu'un véritable changement est possible, lorsque les conséquences sont significatives et que les systèmes de soutien sont appropriés. En m'endormant, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la force que j'avais trouvée pour me battre pour mes enfants, et pour la guérison qui avait suivi notre moment familial le plus sombre. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'accepter un comportement inacceptable, même de la part de sa famille. Parfois, protéger ses enfants nécessite de décevoir d'autres adultes. Et parfois, le plus beau cadeau de Noël que l'on puisse offrir à ses enfants est la certitude qu'ils comptent assez pour que quelqu'un se batte pour leur dignité et leurs valeurs. Avez-vous déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui maltraitent vos enfants ou sapent vos décisions parentales? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous, sur la façon dont vous avez géré des dynamiques familiales difficiles et protégé le bien-être émotionnel de vos enfants. S'il vous plaît, aimez cette vidéo si elle a résonné avec vos propres expériences, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les défis et les triomphes familiaux, et partagez-la avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour fixer des limites avec des parents toxiques. Merci d'avoir écouté notre parcours, et j'espère qu'il vous aidera à vous souvenir que le bonheur et la sécurité de vos enfants valent la peine de se battre, peu importe à quel point ces combats peuvent être inconfortables.